Quotidien sur France 3 Provence-Alpes. Bonjour, nous sommes jeudi 17 décembre. Bienvenue à tous dans l'actualité du jour. La visite de Marie-Lise Lebranchu à 15 jours de la naissance officielle de la métropole ex-Marseille-Provence. La ministre de la décentralisation est à Marseille. Nous la retrouverons en duplex dans un instant. C'est la nouvelle mode dans le Vaucluse, le vélo stepper, une discipline importée des États-Unis par 2 étudiants. Notre équipe l'a testé pour vous. Et puis les femmes savantes de Molière, revisitées par Macha Makayev, la nouvelle création du théâtre de la Criée bouscule le chef-d'œuvre de Molière. Je vous le disais, Marie-Lise Lebranchu vient défendre la future métropole. Aujourd'hui, c'est la 4e et dernière conférence métropolitaine avant la naissance officielle de la métropole le 1er janvier, après 3 ans de bataille politique. La ministre de la décentralisation s'est également rendue à Vitrolles et nous la retrouvons en ce moment même sur le grand port maritime de Marseille. Marie-Lise Lebranchu, bonjour. Vous avez toujours soutenu et accompagné ce projet depuis des années. Maintenant, on arrive au terme, à l'aboutissement en fait du processus. Est-ce que vous êtes là pour lever les derniers blocages, pour convaincre les contestataires aujourd'hui à Marseille ? Alors, il n'y en a plus beaucoup. On était avec Loïc Gachon tout à l'heure, montrer que la rénovation urbaine est une vraie réalité dans cette magnifique métropole, que derrière moi, on a la 3e forme de réparation d'entretien des bateaux du monde, qu'on est sur une métropole qui sera sans doute une des grandes portes de la Méditerranée pour la France et pour l'Europe. Je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai, avec une forme d'émotion d'ailleurs, à passer une sorte de relais. Le travail institutionnel est terminé. Maintenant, c'est aux élus. Monsieur Gaudin a pris la présidence, a pris avec le mors aux dents, j'ai envie de dire, cette métropole. Il va ouvrir au maximum à toutes les tendances parce que nous avons eu leçon aussi sur ce qu'est la politique en France. Bref, aux élus de se saisir du projet. Je pense que les quelques réticences vont tomber parce qu'il faut qu'elles tombent. Cette métropole, c'est une des plus belles, on disait, de France, mais c'est peut-être une des plus belles du monde. Donc, à nous de jouer maintenant pour que l'État accompagne les projets. Comment vous expliquez, Madame Lebranchu, qu'il y ait eu, en tout cas, autant de contestataires? La métropole s'est faite dans la douleur. Est-ce que c'est un problème régional? D'autres métropoles ont été créées plus facilement quand même en France? Oui, à Lyon, c'était plus facile parce qu'il y avait un accord. À Lyon, il y avait un accord historique entre le président d'un département et le président d'une grande ville et de son agglomération. À Paris, ça a été aussi compliqué. Je pense que c'est toujours compliqué parce qu'il faut sortir d'un schéma où les élus ont réussi à construire des intercommunalités avec leur énergie et puis petit à petit leurs bonnes habitudes de travail. Et puis il faut encore monter une marche. Donc pourquoi il faut monter une marche ici et pas forcément dans toutes les intercos de France? Parce qu'ici, regardez ce port, regardez l'interland du port, mais regardez aussi la grande richesse qu'on a en matière d'innovation technologique, d'industrie de demain. On a vraiment des pôles extraordinaires, sauf que on a des problèmes majeurs de transport, il y a des problèmes majeurs de logement, il y a des problèmes majeurs d'organisation des zones de développement économique. Donc on ne peut pas avoir une énorme richesse et ne pas la développer parce qu'on n'est pas ensemble. Voilà, c'est tout simple. Il faut faire ensemble parce qu'on gagnera ensemble ou on ne gagnera pas du tout. Et ici, l'État a accompagné parce que nous avons, nous, une responsabilité d'intérêt général pour la France et pour l'Europe, parce que cette grande porte vers la Méditerranée est aussi un atout pour l'Europe. Mais nous avions ce sens de l'intérêt général à défendre. Merci Marie-Lise Lebranchu. On a bien compris que vous travaillez main dans la main avec le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin que je vous propose d'écouter. Et le président nouveau de la région élu vendredi. Tout à fait. On écoute Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille. Devant l'hostilité des maires, le gouvernement, il faut le reconnaître, a accepté de prendre des amendements sur tous les biens pour améliorer et aller dans le sens de ce que voulaient les maires. Par exemple, qui restent maîtres de leurs documents d'urbanisme. Par exemple, encore que l'on puisse donner les attributions de compensation, la dotation sociale de solidarité, qu'on garantisse le paiement du personnel, 7500 personnes, qu'on garantisse le paiement des chantiers en cours. Tout cela, le gouvernement l'a accepté dans une autre loi qui s'appelle la loi NOTRe. Cependant, la
métropole doit se mettre en marche. Alors, je voudrais convaincre les maires qui ont été opposés et qui sont toujours très réticents qu'ensemble nous pouvons conduire quelque chose. Et avant de refermer cette page politique, je précise que demain, nous serons en direct à partir de 9h50 sur notre antenne pour l'élection du président du Conseil régional, donc dès 9h50. Justice et la perpétuité requise dans l'affaire du triple meurtre du 25 décembre. 3 hommes avaient été abattus le jour de Noël en 2011 dans les quartiers nord de Marseille. Le procès des 3 accusés s'achève. On attend le verdict dans le courant de l'après-midi. L'industrie, le monde du spectacle, mais aussi le bâtiment emploie de plus en plus de cordistes. Un métier donc en pleine expansion depuis une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, les entreprises demandent d'autres compétences associées. À Marseille, une formation de cordistes maçons est mise en place. Le reportage d'Hélène Bouillet, Alban Poitvin et Pauline Guégou. Ce jour-là, ils sont 23 à venir essayer une descente en rappel d'un mur ancien du fort Saint-Nicolas. Ils cherchent tous une formation plus qualifiante, un emploi plus intéressant ou tout simplement un emploi. La plupart n'a jamais fait d'escalade. Quand je lâche tout, ça s'arrête. En marchant dans la ville, j'avais vu des cordistes bosser en façade. Et du coup, vu que je suis maçon et façadier, donc ça me ferait un plus, quoi. Attends là maintenant. Devenir cordiste, c'est apprendre à se déplacer, à travailler là où un échafaudage ne peut être monté. Cordiste maçon, ce sera faire de la maçonnerie d'urgence, essentiellement en ville. Qu'est-ce qui vous a plu ? Surtout l'adrénaline et le truc plaisant de descendre accroché quoi, en l'air. Déjà, je pensais que ça allait me plaire et là, du coup, total quoi. Les cordistes seront formés à Gardanne par Dimension Corde. Et après, on vient installer des chevilles. Et dans ce fort du 17e, ils apprendront des gestes de maçon exécutables très en hauteur. On va d'abord les former au sol, sur tout ce qui est coffrage, ferraillage, mortier, enduit. Et ensuite, on va les former à ces compétences, mais sur corde. Pour qu'à la fin de ces 3 semaines de formation supplémentaire à la maçonnerie, ils soient opérationnels pour intégrer les entreprises. Sur le terrain, comme ici sur un chantier dans Marseille, cordistes dans le bâtiment ou encore dans l'industrie sont des savoir-faire de niche. Il y aurait 300 entreprises en France. Depuis 30 ans, la réglementation et les formations s'adaptent. Une entreprise lambda qui a besoin de faire des travaux sur corde, en fait, elle va pouvoir faire appel peut-être à de la sous-traitance justement d'entreprises structurées autour de ce métier. Ça s'improvise pas. Début 2016, une douzaine de personnes devraient être formées comme cordistes maçons à Marseille. C'est un espoir, une avancée pour tenter de sauver les palmiers de notre région. L'utilisation d'un drone dans la lutte contre le charançon rouge et le papillon Païsadisia archon. Le traitement est conçu dans le Var, les drones à Monaco. La présentation de ce nouveau plan d'attaque par Bernard Perrano et Jean-Marc Sarr. Désormais, il ne faut que quelques secondes pour traiter un palmier contre le charançon rouge et le papillon Païsadisia archon. Fini donc les contraintes liées à l'utilisation d'une nacelle ou même d'une échelle. L'efficacité et la rentabilité sont incomparables. 8 à 10 minutes pour un traitement avec une nacelle, 30 secondes avec un drone. On est dans une approche qui est rapide, sans mise en danger, sans pollution, parce qu'on ne met pas de produit au sol, parce qu'on n'a pas un moteur de nacelle qui tourne pendant 8 minutes nécessaires à l'application du produit sur un palmier à la nacelle. Donc c'est un ensemble qui fait dire quand même que c'est une technique de demain. Conçu par une société monégasque, ce drone permet de pulvériser les produits de traitement sans tenir compte des conditions d'accès à certains palmiers, de leur implantation en milieu urbain ou chez des particuliers. Plusieurs modèles ont été déposés et homologués pour être utilisés dans toute l'Europe. Ça, c'est la version médium. Il en existe un plus petit. Pour faire un seul traitement, là on a 3 tubes, donc on peut faire 3 palmiers à la fois. La version plus petite, on ne peut faire qu'un seul palmier. Et on vient de sortir une version spéciale liquide qui est homologuée en France, qui permet de faire le traitement par drone aux nématodes des palmiers. Ce concept vient de recevoir l'Agro Award 2015 qui récompense chaque année au niveau mondial les sociétés ayant mis au point une innovation majeure dans le domaine de la protection des plantes. Une technique qui intéresse fortement les communes françaises et surtout italiennes. Dans nos communes, tous les palmiers sont infectés. Maintenant, c'est toute la côte ligure qui est touchée. Peu de communes, en fait, sont encore épargnées.
Aujourd'hui en France, les drones à usage de traitement agricole font l'objet d'une réglementation stricte et doivent être obligatoirement immatriculés auprès de la Direction générale de l'aviation civile. Une législation qui est en train d'évoluer afin de permettre une meilleure lutte contre le charançon rouge et le papillon Paysadisia archon. Dans l'actualité sportive du football, l'OM poursuit son chemin en Coupe de la Ligue. Les Marseillais se qualifient pour les quarts de finale. Ils poursuivent leur convalescence avec cette victoire logique à Bourg-en-Bresse hier soir. Les meilleurs moments du match avec Michel Aliaga. Par les temps qui courent, tout est bon à prendre. Malgré une première partie de saison décevante, l'OM est encore dans le coup en Coupe d'Europe et donc en Coupe de la Ligue. Bon, pas de quoi monter au rideau. L'OM s'est qualifié assez tranquillement hier soir face à un adversaire très modeste. Les Marseillais ont inscrit 3 buts. Les 2 premiers se ressemblent avec des débordements des latéraux. Manquillo sert parfaitement Bounassar pour le premier. Copier-coller pour le deuxième, mais côté gauche, Mendy donne un caviar à Ocampos. C'est Cabella, décidément décisif en cette fin d'année, qui inscrit le 3e. Un petit piqué, voilà du travail bien fait. Avec l'OM, vous le savez, on tremble toujours un peu. Les Marseillais ont encaissé 2 buts, 2 pénaltys, histoire d'énerver ses supporters. Le premier est imaginaire, le second justifié. Mais à la toute dernière seconde, l'OM prend le quart avec le sourire. Attention, le pénalty, il est tiré. On encaisse 2 buts sur pénalty. Mis à part ça, j'ai pas été trop en danger. Donc, mais bon, la coupe, voilà, c'est bien d'avoir gagné. On est au prochain tour et c'est le principal. Oh, attention! Tout est dit, l'OM est à 2 victoires de la finale au Stade de France et à 3 jours de son dernier match de l'année. Ce sera dimanche à Bordeaux où l'OM n'a plus gagné depuis 38 ans. Une victoire serait un cadeau de Noël tout trouvé pour les supporters. C'est sûr. Et les Olympiens se déplaceront donc à Toulouse pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, une rencontre qui aura lieu, prenez note, le mercredi 13 janvier 2016, donc l'année prochaine. 2 jeunes étudiants du Vaucluse ont découvert aux États-Unis une nouvelle façon de se déplacer, le vélo-stepper. Ils comptent bien développer le concept en France, une idée de cadeau pour les fêtes de Noël qui a déjà conquis notre équipe. Le vélo-stepper, Philippe Fabrègue et Olivier Ducrot-Renondin l'ont adopté. Regardez. Là, vous pouvez bien jouer avec le placement du pied sur la pale. Si vous trouvez que c'est trop dur, vous reculez le pied sur la pale. Au plus vous allez être derrière, au plus ça va être facile. Voilà un 2 roues pas comme les autres, un 2 roues sans pédalier, un compromis de step et de vélo que Johan Mourier a découvert l'été dernier de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un vélo qui vient des États-Unis. C'est vraiment un compromis entre la course à pied et le vélo. Ça se rapproche du geste de la course à pied sans les traumatismes de la course à pied. Donc du coup, ça permet à des personnes qui ne peuvent pas courir de pouvoir se déplacer sans s'abîmer les articulations et en travaillant autant de muscles que la course à pied. Il ne faut que quelques minutes pour prendre en main le vélo stepper et très rapidement, les sensations vous gagnent. On se sent trop bien parce que d'ailleurs, c'est déjà un moyen de locomotion. Un moyen de fitness en plein air, donc c'est quand même mieux qu'une salle enfermée. De toute façon, je ne pouvais plus faire de gym en salle. Donc ça, voilà, la position fait qu'on gaine, qu'on a une super position, on n'a pas le problème de la selle. Et après, on a tellement de beaux petits parcours autour de notre région, des chemins et tout, on se régale. C'est très simple, c'est facile, c'est pas fatigant, on n'a pas de courbature après une séance d'1 heure, même 2 heures, on sort souvent même 2 heures. Et c'est trop génial. Depuis 6 mois, Johan et sa sœur Estelle, tous 2 étudiants, ont décidé de se lancer dans le développement de ce produit. Importateur exclusif en France, ils insistent sur les vertus de la pratique de ce drôle d'engin. Bon alors, ça vous a plu ? C'était trop génial. Donc vous avez bien vu qu'au plus on a le pied derrière, au plus c'est facile dans les montées. Ouais. C'est vrai. Le vélo stepper, une activité physique originale et agréable et praticable à tous les âges. Et la preuve en images. La Camargue est à l'honneur au musée de l'art l'Antique avec cette nouvelle exposition sur l'histoire de ce territoire. Le musée bleu présente 20 ans de fouilles archéologiques autour du Rhône. Un voyage étonnant, loin des clichés de l'image de ce territoire sauvage. Jérémy Essas et Xavier Schuffenecker. Cette carte vivante où l'on voit sur 4000 ans l'évolution du territoire donne le là de l'exposition. Paysage balayé, exposé aux éléments, on a longtemps cru que la Camargue était sauvage, inoccupée. 20 ans de fouilles apportent un nouvel éclairage.
Ça bouge sans arrêt en fonction de la position des bras du fleuve et en fonction de l'érosion du littoral ou de son avancée. Donc les hommes, à chaque mobilité du fleuve, ils se déplacent, ils suivent le fleuve parce qu'ils en sont dépendants pour l'eau douce, ils en sont dépendants pour les routes commerciales, pour le bois, etc. 4 sites archéologiques sont présentés à travers une scénographie qui rappelle les méandres du Rhône. Le mobilier des maisons atteste de la richesse des échanges. Par ce Rhône étaient transportées toutes les denrées, tout le commerce en fait, de la Méditerranée jusqu'à l'Europe du Nord et vice-versa d'ailleurs. C'est un axe de communication majeur et une partie de ce mobilier était dispersée sur les sites de Camargue. Une équipe pluridisciplinaire a travaillé sur les fouilles, associé les sciences de la terre et l'archéologie pour décrypter, raconter les paysages et leur histoire, comme l'analyse de ces cailloux. Ce sont des laisses de bateaux qui ont été chargées au gré des déplacements des navires dans la Méditerranée. Ils ont été chargés et déposés en Camargue et réutilisés en Camargue sur le site Antiquité tardive d'Ulmé. Car aucune pierre dans ces périodes n'est arrivée par le fleuve. Les hommes ont façonné ce paysage en s'adaptant en permanence, en suivant les aléas de leur environnement, sans jamais s'éloigner de ce fleuve nourricier. Trissotin ou les femmes savantes, ou comment le désir d'émancipation des femmes provoque le désarroi des hommes. Il y a la langue de Molière, merveilleusement mise en valeur par Masha Makeyev. Reportage sur la scène du théâtre de la Criée. Jean-Louis Boudard, François Escogito. Nous n'avons pas étudié comme vous. Les femmes savantes se piquent de parler un français parfait au point que la servante, Martine, femme du peuple, se voit congédiée pour une faute de grammaire. Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier, avant et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Qui parle d'offenser grammaire, ni grand-père? Oh, ciel! J'ai une troupe qui a des voix. Ils ont chacun une voix exceptionnelle. Et on a énormément travaillé la musicalité de tout ça. On a énormément travaillé la façon de s'approprier dans le corps, dans le geste de cette langue-là. Et on a travaillé énormément la partition pour que le texte de Molière soit respecté comme une partition musicale. Au point d'ailleurs que Masha Makeyev a choisi Thomas Morris, un ténor d'opéra, pour interpréter le rôle féminin de Bélise. Je vois où doucement veut aller la demande, et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. Les mots de Molière dans cette forme d'alexandrin sont très chantants, donc je n'y vois pas beaucoup de différence entre le chant et les alexandrins. Du reste, nous avons mis en musique certains des alexandrins. Fascinées par Trissotin, transformé en gourou New Age, ces femmes savantes sont éprises de poésie, de science et de philosophie. Une manière pour elles d'affirmer leur indépendance dans le monde très masculin du XVIIe siècle. Une aspiration qui, aujourd'hui encore, n'a pas disparu. Les femmes savantes, c'est donc au théâtre de la Criée du 16 au 20 décembre et puis à partir du 5 janvier et jusqu'au 17. L'actualité continue bien sûr sur notre site internet. Vous y trouverez notamment des précisions concernant la grève demain à la SNCF et un trafic perturbé des TER. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La suite du 12-13, c'est dans un instant. Bien sûr, ce soir à 19h, vous retrouverez Sylvie Depierre. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée à tous.